Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le forum de la presse de ce soir, votre rendez-vous hebdomadaire de décryptage des faits saillants sur le studio Kalangu. Et cette semaine, les faits saillants ayant marqué l'actualité et qui ont retenu notre attention sont d'abord le premier Business Forum Union Européenne-Niger organisé à Niamey du 7 au 8 février dernier. Ensuite, nous parlerons de la rencontre mardi entre les responsables du réseau des télévisions et radios indépendantes du Niger, Artin, avec le président de la République, Mohamed Bazoum. Enfin, nous terminerons le forum de la presse de ce soir avec le séisme qui a frappé le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie, provoquant des milliers de morts et des dégâts matériels considérables lundi dernier. Pour commenter et analyser tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir les confrères Maïmoune Gado, journaliste indépendante, Garé Amadou, journaliste au quotidien Mouria et La Nation, et Ousseini Sajebo, journaliste indépendant également. À la modération du forum de la presse de ce soir, je suis Michel Deji. Débutons le forum de la presse de ce soir avec ce premier Business Forum Union Européenne-Niger qui a eu lieu à Niamey les mardis 7 et mercredi 8 février dernier. Cette rencontre vise à renforcer la coopération économique entre le Niger et l'Union européenne en permettant aux entreprises de découvrir les riches potentialités du Niger dans le domaine. Sur le site officiel de la délégation de l'Union européenne au Niger, on peut lire: il s'agit d'une des plus importantes rencontres d'affaires de l'histoire économique du Niger, issue de l'engagement commun des autorités nigériennes et de l'Union européenne d'entamer une réflexion inclusive sur la promotion du secteur privé. Le forum se veut une force motrice pour le développement économique et social du Niger. Maïmoune Diado, quelle analyse faites-vous de ce forum d'affaires Union européenne-Niger organisé dans la foulée de la table ronde de décembre dernier à Paris sur le PDS du Niger pour les années allant de 2022 jusqu'en 2026? Déjà, donc, tu viens de signifier ça. C'est une suite de la table ronde du PDS tenue à Paris en décembre. Et je pense que l'objectif, c'est vraiment d'amener les partenaires financiers à pouvoir investir au Niger. Investir dans plusieurs domaines. Que ce soit le secteur privé surtout, parce que l'accent est mis sur le secteur privé. Et je pense que c'est une bonne initiative. C'est une initiative à encourager. Du moment où ça a drainé déjà beaucoup, en tout cas, de ses partenaires investisseurs étaient au Niger. On parle de 400 investisseurs. Donc 400 investisseurs aujourd'hui. 70 entreprises européennes, oui, selon les organisateurs. Voilà, donc ils ont eu la possibilité de découvrir les potentialités du Niger à travers cette organisation, ce forum. Et je pense que déjà, on peut parler de la coopération sud-sud. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, aujourd'hui, le président de la République a entièrement confiance au décollage économique, comme le dit, du Niger. Et ça permettrait de faire un partenariat gagnant-gagnant, il l'a dit. Aujourd'hui, investir dans le Niger, il y a plusieurs domaines d'investissement où
on a besoin, pour atteindre en tout cas les ODD, il l'a dit, d'ici 2030, il faut vraiment un engagement sérieux, il faut des investissements sérieux pour le Niger. Ils l'ont compris et ça a réconforté beaucoup d'investisseurs. Depuis la table ronde PDS, le Niger a pu convaincre déjà certains investisseurs au niveau de Paris. Et aujourd'hui viennent s'ajouter à ces investisseurs déjà qui y croient pour le Niger, qui croient qu'investir au Niger, c'est ne pas venir investir et perdre son temps. On a vraiment beaucoup de choses. On a rien que quand vous regardez l'énergie, le côté énergie, c'est vraiment quelque chose où on peut investir et on peut y gagner. Et le partenariat sera gagnant-gagnant. Les autorités ont souhaité à ce niveau beaucoup d'investissements, notamment dans le domaine solaire, parce qu'avec le soleil qu'on a, si on développe... Voilà, justement, c'est ça. Parce les que investissements dans le domaine... J'ai déjà vu des investisseurs, la délégation européenne qui était au niveau de Gourou-Banda, qui en ont discuté, ils ont visité, ils ont vu que c'était vraiment une opportunité à saisir. Et avec ces investissements, je dis, le Niger peut sortir en tout cas de cette situation, des situations que nous vivons, que ce soit du côté de l'électricité, que ce soit également, parce qu'il a également mis l'accent sur l'éducation, pourquoi pas, sur la santé. C'est des choses, en tout cas, prioritaires pour le Niger. Et je pense que pour l'atteinte des objectifs de l'ODD, en 2030, c'est en bonne route. C'est en bonne route pour le Niger. Il faut donc accélérer cet élan. Il faut de temps à autre rappeler, de temps à autre organiser ces genres de forums pour pouvoir aussi atteindre beaucoup d'autres investisseurs qui n'ont pas eu l'occasion, en tout cas, d'être ici avec nous pour ce forum, d'être aussi impliqués. Merci beaucoup. Gary Amadou, quels sont les enjeux d'une telle rencontre Business Forum conjointement organisée par l'Union européenne et l'État du Niger? Je pense que les enjeux sont très évidents, c'est-à-dire que c'est la concrétisation des promesses qui ont été faites à Paris lors de la table ronde sur le PDS 2022-2026. Et donc, je pense que les investisseurs qui sont venus ont voulu démontrer que le Niger est un pays dans lequel on peut investir. Le Niger est un pays dans lequel on peut investir pour plusieurs raisons d'ailleurs. D'abord, dans une sous-région où les pays sont embourbés dans, en tout cas, la gestion de la question sécuritaire. Pendant que certains pays sont embourbés, le Niger est le seul pays qui sort pratiquement la tête de l'eau. Malgré quelques problèmes qui existent, la situation sécuritaire au Niger est mieux gérée que dans les autres pays de la sous-région. Deuxième chose, le Niger a un atout qui est l'atout politique. La stabilité politique du Niger est vantée dans tous les pays. Partout sur le continent et dans le monde. C'est le pays dans lequel il y a eu la première alternance démocratique, un président démocratiquement élu et qui a donné le pouvoir à un autre président démocratiquement élu. En tout cas, dans la sous-région, c'est quelque chose de nouveau qu'on est en train de voir. En tout cas, dans notre pays, c'était la première fois. Donc, cette stabilité politique, cette vivacité de notre démocratie font que les investisseurs ont envie de mettre de l'argent dans ce pays. Parce que ce sont des critères qui font qu'un investisseur décide de venir dans un pays. La sécurité et la stabilité politique. Ces deux atouts-là sont là avec notre pays. Et donc, aujourd'hui, déjà, le Niger est parti au niveau de la table ronde de Paris pour montrer les opportunités dont regorge notre pays et montrer aux investisseurs que vous pouvez venir gagner de l'argent. Parce que quand on dit investir, ce n'est pas de la charité. C'est gagnant-gagnant. Je crois que le président l'a même dit dans son discours. Et donc, vous pouvez venir investir, vous allez tirer votre épingle du jeu, en même temps, vous allez permettre aux populations nigériennes d'améliorer leurs conditions de vie. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et je crois que tous les discours que j'ai suivis, parce que j'étais à la cérémonie d'ouverture, ça a montré l'engagement de ces partenaires-là à accompagner le Niger. Ils ont salué, ils ont vanté la vitalité de la démocratie nigérienne. Ils ont vanté le fait que le Niger est vraiment une exception dans la sous-région. Et ils ont dit qu'ils vont tout faire, en tout cas, pour investir, bien sûr, dans plusieurs domaines. Parce que vous avez bien fait de le rappeler, il y a plus de 70 entreprises qui sont venues et avec des intérêts dans des domaines bien différents. Mais ils sont partis à Gourou-Banda. Ça veut dire que le défi de l'approvisionnement du pays en énergie électrique est un défi constant, permanent, et un défi pour toute la population nigérienne. Ils l'ont compris. Et je crois qu'il y aura des investissements, mais le plus important, c'est de montrer à quel point notre pays est devenu attrayant. Maintenant, ce qu'il faut, c'est peut-être faire en sorte que, ça c'est le forum des investisseurs Union européenne Niger, faire en sorte qu'on puisse avoir un autre forum d'investisseurs
États-Unis, Niger, vous comprenez? Forum d'investisseurs, Chine, Niger, forum d'investisseurs, en tout cas tous les pays qui sont désireux d'investir pour qu'ils puissent le faire ici dans ce pays-là. Je pense que c'est ça la prochaine étape. En tout cas, j'exhorte les autorités en charge des questions de commerce, en tout cas à s'y atteler, de faire en sorte que ce forum ne soit que le premier. Et qu'il y ait d'autres forums qui concernent peut-être d'autres, en tout cas, parties du monde et qui vont permettre au Niger vraiment d'avoir une affluence de flux économiques, d'investisseurs qui vont permettre de transformer complètement le pays. Merci Garé. Vous avez parlé de la cérémonie d'ouverture qui avait d'ailleurs été présidée par le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum. Et à cette occasion, il a dit, je le cite, « Ce forum est le lieu de découverte du potentiel économique du Niger et d'une réflexion commune entre les entreprises, les hommes d'affaires, les responsables politiques de l'Union européenne, de l'Afrique et du Niger pour définir des stratégies efficaces pour la mise en valeur de ce potentiel. » Hussein Issa, quelles ont été les principales conclusions de ce business forum de 2 jours et comment renforcer ce partenariat dans le domaine entrepreneurial entre le Niger et les pays européens? Les principales conclusions, c'est que des engagements ont été pris. Il y a eu des accords qui ont été signés avec des accords, moi, laisse-moi tomber ces histoires d'accords-là, s'il te plaît. Moi, je n'aime pas entendre parler d'accords dans ce pays. On a fait d'abord, la table ronde des investisseurs et tout, n'est-ce pas? La 3e édition a été organisée, je crois, l'année dernière. Les 2 premières éditions qui avaient été organisées, c'est pour le financement du développement, n'est-ce pas? Le renforcement, des infrastructures et tout au Niger. On est tout le temps dans l'attente, nous. Vous savez pourquoi? Les Occidentaux, quand vous leur dites de venir, ils vont venir. Mais il faut qu'on se pose aussi la question. Est-ce que le climat des affaires, malgré tout ce qu'on dit dans le discours, sur le terrain, ce n'est pas évident? N'est-ce pas? Aujourd'hui, vous savez le coût de l'énergie. On ne peut pas mettre des industries en place tant que vous n'avez pas l'énergie. On est dans une situation qui est là depuis pratiquement des décennies. On est en train de chanter qu'on va avec avec Kandaji, ça va finir. Mais j'attends de voir. Moi, j'attends de voir parce que j'ai vu des barrages qui ont été réalisés, par exemple, au Mali, qui ont une capacité plus énorme que Kandaji et qui ont été construits à moindre coût. Quand il y avait question de Gorbanda, c'était la même chose. Quand il y a eu, avant ce forum, il n'y a pas eu une réunion, l'industrialisation de l'Afrique. Ça fait combien de mois aujourd'hui que cette réunion s'est tenue? C'était en novembre passé. Jusqu'ici, moi, ce que je me dis quelque part, c'est que c'est bien beau, ça nous plaît de dire, les gens viennent chez nous, n'est-ce pas? C'est bien beau, quand on est à l'intérieur, on a comme l'impression que le fait que les gens viennent, allez voir l'industrie au Sénégal, allez voir l'industrie, y compris à côté au Bénin, un peu partout dans la sous-région là, n'est-ce pas? Ils ont pu faire venir des gens parce que les conditions sont favorables pour que les gens viennent s'installer. Mais tout simplement parce qu'on a organisé une réunion, on a fait venir des partenaires occidentaux, des entrepreneurs occidentaux, et on se met à clamer de 2 mains que c'est fini, le Niger va être... Non. Il faut savoir raison garder. Moi, je vais dire, d'abord l'industrialisation, c'est notre propre affaire. C'est à nous de savoir ce que nous voulons. Les histoires de pôle agro-industriel et tout. N'est-ce pas? Mais Hussein Issa, on dit souvent qu'il faut des devises, il faut de l'argent. S'il te plaît, il faut d'abord que les grandes industries, il faut d'abord les entreprises, ça nécessite beaucoup d'argent et souvent les citoyens n'ont pas les moyens. Michel, les citoyens n'ont pas les moyens. Il y a beaucoup d'opérateurs économiques dans ce pays qui peuvent mettre des unités industrielles importantes. S'il te plaît, il faut, parce que les gens ne veulent pas, parce que tout simplement les gens craignent, ils sont méfiants par rapport au risque. Il y en a quelques-uns qui le font. Idango Ibrahim, par exemple, il a fait beaucoup de choses. Il a expérimenté beaucoup de choses. Il continue encore d'explorer, de voir, n'est-ce pas? Mais parce que quelque part, lui, il a compris les enjeux. Mais il y a combien de gens qui brassent des milliards, mais qui hésitent? Il faut que nous-mêmes nous donnions l'exemple. Et que l'État aussi crée les conditions pour que quand ces gens vont venir, parce que quand l'énergie coûte cher et aléatoire, il n'est pas évident que les gens viennent investir. Et c'est ça qui fait que, souvent, quand les gens s'installent, au bout d'un certain temps, ils arrêtent parce que
vous ne pouvez pas concurrencer parce qu'on se met dans la posture, nous, en plus, ce qui est mauvais dans le cas du Niger, on se met dans la posture où on ne fait pas de protectionnisme. N'est-ce pas? Pendant qu'il y a des sociétés qui sont là, qui essaient de produire, au lieu de créer les conditions pour que le marché local d'abord soit favorable à ces sociétés-là, on laisse entrer n'importe où des produits qui vont venir et qui vont être vendus à moindre coût. Vous pensez que dans ces conditions, partout au monde où ça s'est développé, c'est qu'un temps, les gens ont dit non, on laisse tomber toutes les règles, comment on appelle ça, CEDEAO, machin, on laisse tomber. On met en place d'abord notre mécanisme. On crée les conditions pour que l'industrie locale puisse se développer d'abord. Maintenant, on ouvre. Tant qu'on ne le fera pas, pendant que les gens vont venir s'installer, avec tous les coûts, avec les impôts, les taxes et tout, moi je vous dis, les gens vont venir écouter ce genre, à l'occasion de ce genre de rencontre, ils vont refaire leur valise et retourner chez eux. Parce que ce n'est pas des gens qui viennent, on va leur exposer. Les grands investisseurs, là, ils connaissent un peu la réalité de chaque pays. Il ne faut pas se faire d'illusions. Même s'ils ne sont pas sur place, ils connaissent déjà, avant de venir, déjà, ils connaissent quels sont les obstacles, les contraintes. Et comment faire? Est-ce qu'il y a un travail qui est en train d'être fait pour surmonter ces obstacles-là? En tout cas, c'est des questions d'actualité. L'État doit-il aider les industries sur place à se développer ou faire confiance aux partenaires pour beaucoup investir dans le domaine entrepreneurial? Merci beaucoup, on vous a bien compris. Et nous passons au second sujet de ce forum de la presse. Le réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger, RTIN, a rencontré mardi le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum. L'objectif était d'exposer au chef de l'État les problèmes que rencontrent les médias privés nigériens dans la perspective de trouver des solutions. Ali Idrissa, le directeur général du groupe de presse Labari et président de ce réseau, fait le point au micro de Rafika Attaher. Les sources de financement de ces organes qui existaient, à savoir la publicité et la communication, certains d'entre nous sont exclus systématiquement par rapport à leur ligne éditoriale. Aussi par rapport au fonds d'aide à la presse. C'est le CSC qui achète du matériel pour nos organes. Nous avions vu que c'est inefficace cette procédure. Nous avions souhaité que le gouvernement rehausse le fonds d'aide. C'est toute la presse privée à qui on distribue 200 millions dans la théorie. Et dans les 200 millions, seuls 150 millions à 153 millions des fois sont décaissés. Et cette fameuse redevance sur les factures hors terme, qui n'est pas normale aujourd'hui. On ne peut pas dire que les médias soient traités comme des entreprises, qu'on nous impose la même fiscalité. Ailleurs, il y a une fiscalité préférentielle pour les médias. Donc nous souhaitons aussi qu'on nous aligne dans ces sortes de situations. Sinon, nous risquerons d'être dans une situation où ces médias audiovisuels cesseraient d'exister. C'était les propos du promoteur du groupe de presse Labari. Il est par ailleurs le président du réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger, RTIN. Memoun Diado, quelle analyse faites-vous de tous ces problèmes et difficultés que soulève ce réseau qui regroupe des promoteurs de radio et télévision du Niger, c'est-à-dire le monde de la presse privée? D'abord, je salue en tout cas l'engagement du réseau à aller rencontrer le président de la République pour pouvoir lui soumettre les difficultés auxquelles les médias sont confrontés aujourd'hui. Il faut être dans ces médias pour pouvoir connaître les vraies difficultés. Et ce que le président a relevé, le président de RTIN a relevé, je me dis qu'il a tout dit. Il a tout dit du point de vue d'abord les impôts, du point de vue la redevance de l'ORTN. Je me rappelle sur ce même plateau, j'avais évoqué cette situation de redevance de l'ORTN, où j'ai dit que ce n'est pas équitable qu'on verse cette redevance à seulement l'ORTN, alors que les télévisions, les médias privés sont en train de cotiser la redevance à l'ORTN. C'est-à-dire qu'en même temps, parce qu'ils paient l'électricité, et quand vous payez l'électricité, il y a déjà cette redevance qui est là.
Donc, ça veut Ce dire sont que les abonnés de la Nigélec, en fait, qui payent cette redevance ORTN. Mais les abonnés... Ça figure dans la facture. Oui, et mais parmi, justement, les abonnés abonnés, il y a ces entreprises de presse oui, privées. Mm-hmm. Donc, moi, je me suis dit que pourquoi ne pas trouver une solution pour que la redevance-là revienne à tous ces médias-là, voir comment est-ce que ces médias aussi peuvent profiter. Les médias privés. Les médias privés peuvent profiter. Donc, troisièmement, c'est le fonds d'aide à la presse. L'enveloppe du fonds d'aide à la presse de 200 millions, tout le monde sait que c'est vraiment insignifiant. Pour combien de médias? Plus d'une dizaine ou combien de médias? Plus d'une dizaine seulement pour la télé. Pour la télé. Voilà. N'en parlons même pas pour la presse écrite. Pour les journaux et voilà. radio. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas... Et là, ce qu'il explique, c'est qu'il faut rappeler que le fonds d'aide à la presse a été institué à travers une loi de 2012 et il y a eu une révision pour permettre des réformes au niveau de la répartition du fonds d'aide à la presse. Et avec cette nouvelle loi, à partir de 2018, il a été dit qu'on ne va plus donner directement l'argent aux promoteurs. Voilà, mais on va leur payer les 35% de l'argent qu'on appelle fonds d'aide à la presse va être consacré à la formation des journalistes. Et ce sont les 65% qui sont destinés aux organes de presse et ne prennent pas l'argent comme ça. C'est un soutien indirect, comme on dit. Et donc, c'est pour acheter des équipements matériels. Ils l'ont décrié. Et je suis totalement d'accord avec, avec l'association, avec le réseau. Parce que quand vous prenez, est-ce que chaque année, une télévision, par exemple, organe de presse qui va postuler. Chaque année, est-ce que je vais me contenter d'acheter le matériel? Alors qu'il y a des questions qui urgent au sein de cet organe-là. Ça veut dire le paiement même des salaires. Aujourd'hui, les organes de presse, ils sont moins, ou je ne sais pas, peut-être 2 ou 3, qui peuvent soutenir ne serait-ce que le salaire de ces employés-là. Les autres, c'est des arriérés. Mais comment est-ce que vous voulez que ces organes continuent à fonctionner normalement, à faire le travail normalement, à produire normalement et à faire en sorte que les médias privés puissent être aujourd'hui regardés normalement par les téléspectateurs et les auditeurs? C'est parce que tout simplement, ils n'ont pas les moyens de produire suffisamment. Ils n'ont pas les moyens aujourd'hui d'engager des professionnels des médias. Ils n'ont pas aujourd'hui les moyens, en tout cas, leur permettant de mener à bien le travail. Et ils l'ont dit. Si aujourd'hui, ils sont passés directement, ils sont passés au niveau du président de la République, c'est parce qu'ils ont fait tout pour qu'au niveau de leur ministère de tutelle, qui est le ministère de la Communication, que les choses puissent être réglées. Maintenant que les choses ne peuvent pas être réglées, du point de vue au niveau du ministère de la Communication, mais il faut d'abord qu'on aille voir le président de la République pour qu'il donne son cutis, pour qu'il voit comment est-ce qu'à son niveau, il va donner des instructions pour qu'au moins on puisse ne serait-ce que rehausser, pourquoi pas, l'enveloppe du fonds d'aide à la presse. Là. Pourquoi pas également faire en sorte, parce que la loi, pas la loi, mais qu'est-ce que je voudrais dire, il y a cette convention, la convention collective là. Qu'est-ce qui tarde la convention collective? La convention collective, c'est parce que tout simplement, les promoteurs ont demandé à ce qu'il y ait l'accès à la publicité. Et jusque-là, il n'y a pas l'accès à la publicité. Et nous savons qu'un comité a été mis en place au niveau du CSC selon le DG, pour réfléchir par rapport justement à la publicité, à cette loi sur la publicité. En tout cas, selon le promoteur du groupe de presse Labari et président de ces réseaux des radios et télévisions indépendantes du Niger, on a l'impression que la ligne éditoriale pèse ça ici. Gêne aussi. Et que la ligne éditoriale, oui, quand elle ne convient pas, voilà, ça freine certaines choses. Ça freine certaines choses. Parce qu'on a l'habitude par rapport à ça, que telle télévision est de l'autre côté, telle télévision est avec nous, telle télévision. Donc, ça aussi, la ligne éditoriale, je pense qu'on ne tient pas compte de la ligne éditoriale. Dans la liberté de la presse, voilà, on ne tient pas il y a une indépendance qui doit quand même être primordiale. Moi, je pense que vraiment, oui, tout ce qu'il a soulevé, c'est quand même quelque chose qui peut être réglé très rapidement. Oui, merci beaucoup. Gaga Amadou, qu'est-ce que le gouvernement peut faire par rapport à tous ces problèmes et difficultés
pour améliorer cette situation de la presse privée qu'on veut, en tout cas, dans un environnement de liberté de presse, mais aussi d'exercice de la profession dans la responsabilité. De la forme de la rencontre, parce que c'est quand même, quoi qu'on dise, c'est le réseau de télévision, des radios de télévision qui est parti rencontrer le président de la République. Bon, et la presse écrite. Je crois que c'est pour cela que j'interpelle les dirigeants de l'ANEPI, dont je fais partie, pour qu'on cherche une audience pour partir aussi défendre notre cause. Parce que si vous avez suivi Ali Idrissa, pratiquement tous ses propos concernaient les télévisions, en réalité. Oui, parce que peut-être il n'y a pas une coalition. Non, il y a un problème, en fait. Voilà ce que je voulais dire. Les éditeurs. Non, voilà ce que je voulais dire. Les promoteurs. Michel, voilà ce que je voulais dire. Il y a un problème, en fait, au niveau du monde des médias. Le réseau de télévision nationale, n'est-ce pas, est une structure à part, alors que la structure fédératrice est censée être la maison de la presse. Mais les deux ne s'entendent pas. C'est un secret de polichinelle, tout le monde le sait. Parce que la maison de la presse, il y a les représentants des médias, de la presse publique, de la presse privée, donc tout le monde est là-bas. Tout le monde est là-bas. Alors que là, c'est la presse privée. Non, là, c'est même les télévisions. Voilà, c'est ça. C'est uniquement les télévisions, c'est même pas la presse écrite. Voilà, les télévisions, même pas la presse écrite. Parce que souvent, les gens n'ont pas les mêmes intérêts. La redevance ORTN, ils n'ont pas les mêmes intérêts. Ça, nous, la presse écrite, ça ne la revendication ne concerne que. Merci beaucoup. Et donc, ça ne concerne que les télévisions privées, en réalité, et les radios privées. Et donc, aujourd'hui, maintenant, il appartient à l'ANEPI, elle aussi, d'engager vraiment, de chercher une audience avec le président de la République pour que, au niveau de la presse écrite, parce que les problèmes aussi là-bas sont énormes, pour que ces problèmes puissent être solutionnés. Maintenant, est-ce que vous avez les mêmes problèmes, par exemple, non, on n'a pas les mêmes problèmes. Non, on n'a pas les mêmes problèmes parce que les télévisions emploient beaucoup plus d'employés que les presses écrites. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et donc, parce que pour avoir une télé, il faut avoir un siège, il faut avoir du matériel pour le filmage, pour le cadrage et tout. Il faut avoir des journalistes, il faut avoir des salles de montage et tout. La presse écrite, aujourd'hui, à l'ère de l'informatique, ce n'est pas très compliqué. Est-ce que vous comprenez? D'ailleurs, tout se fait en ligne. Tu fais un article sur ton ordinateur, tu envoies. Donc, et puis le metteur en page est là avec une machine, ça va. C'est pas les mêmes problèmes. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Et malgré cette bipolarité-là dont on a parlé, des médias qui sont proches du pouvoir et ceux qui sont proches de l'opposition, ce sont les mêmes difficultés en matière d'impôts qu'on a. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas un impôt pour cette télé proche du pouvoir ou un impôt pour cette télé. Ah non. La DGI, là, c'est des impôts comme ça. Maintenant, le combat, c'est de faire en sorte qu'on puisse avoir un régime fiscal à part. Pour la presse, et je dis même pour l'ensemble de la presse. Je ne parle pas seulement des radios et télévisions. Oui, certainement. Parce que le problème, on doit apporter des solutions, ça doit englober tout. Mais déjà, les gens vont en rendre dispersés, je vous dis. Déjà, les radios et télévisions vont rencontrer le président. La maison de la presse est là, l'ANEPI est là. Et donc, puisque c'est comme ça, l'ANEPI va chercher à rencontrer le président de la République. On vous a bien compris. Donc maintenant, attends, je n'ai pas fini. C'est très important ce que je suis en train de dire. Parce que on a parlé du fonds d'aide à la presse. Mais moi, je suis d'accord qu'on donne le matériel. Pourquoi? Parce que ce sont les employés eux-mêmes qui disent que malgré le fonds d'aide à la presse qu'on donne chaque année et dont les bénéficiaires sont toujours les mêmes, ça n'améliore pas leurs conditions de vie, les journalistes, eux. Pendant que les patrons partent acheter des jardins. Tous les patrons des télévisions, la plupart ont des jardins personnels. Et donc, à partir de ce moment-là, pourquoi est-ce que vous allez vous offusquer parce qu'on vous dit qu'on donne le matériel? Mais je vous dis, les employés sont en train d'applaudir cette nouvelle-là. Parce que déjà avant, quand on leur donnait de l'argent, 14 millions, 15 millions, ça ne changeait pas leurs conditions de vie. Ça changeait seulement les conditions de vie des patrons. Mais ces promoteurs estiment que c'est quand ils auront beaucoup d'argent qu'ils pourront mieux payer, mettre les Moi, je suis d'accord que si on décide, cette fois-ci, de donner de l'argent au lieu du matériel, eh bien, il faut que l'État ait un œil regardant concernant. C'est-à-dire que parce que j'ai l'impression que le CSC aussi ne fait pas son travail, parce que normalement, on doit avoir une traçabilité de cet argent-là. Quand on vous donne 14 millions, on doit savoir ce que vous en avez fait. Est-ce que vous comprenez? Si vous dites que c'est rentré dans les salaires, en quoi est-ce que ça a amélioré les salaires des journalistes? En quoi est-ce que vous avez pendant que le patron vit dans il mène une vie de pacha, ses employés ne sont pas payés. Mais lui, chez lui, on ne coupe pas le courant. Chez lui, on ne coupe pas l'eau. Mais l'agent là qui vient là, le cadre là qui vient là, chez lui, il n'a même pas de quoi poser. Je ne parle même pas de trucs. Et on coupe le courant, on coupe le loyer, il ne peut même pas payer. Vous voyez, donc, c'est pourquoi je vous dis, moi, je suis contre cette idée de vouloir donner. Moi, je suis pour qu'on continue à donner le matériel et qu'on fasse la formation. Maintenant, je suis pour l'allègement fiscal ou un régime fiscal
à part qui peut permettre à la presse d'évoluer. Ça, je suis d'accord. Merci beaucoup, Gaga Amadou. Hussein Issa, le gouvernement a-t-il intérêt à revoir sa copie par rapport au traitement actuel, par rapport au fonds d'aide à la presse, par rapport à ces différentes questions telles que la redevance ORTN, l'accès à la publicité, et qu'est-ce que tout cela pourrait permettre à la presse privée de façon générale d'apporter au pays? À ce que je cherche, tous ces problèmes-là ont été exposés depuis des années. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ouais. On a assisté à quelques réaménagements par rapport au FENDED où ils ont décidé, depuis 2 ans, ils ont décidé depuis l'année de changer le mode de tout et tout, n'est-ce pas? Ils vont acheter du matériel à la place des gens et tout, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est ça qu'ils ont décidé de faire. Et ils vont garder quelque chose de combien de pourcents pour faire les formations. Moi, j'aimerais savoir qui ont été formés sur le montant qui a été retenu là. Il y a eu des formations, peut-être que le CSC doit élaborer des rapports. Mais non, moi je vais dire, les besoins en formation là, moi je dis, les journalistes, s'il y a un pays où les gens ont formé suffisamment les journalistes, c'est bien le Niger, je sais de quoi je parle. Moi, que peut faire le gouvernement? Le gouvernement, s'il veut faire, s'il te plaît, on a posé le problème. 200 millions, on se serait combien de pourcents? Et même le matériel qu'on achète pour donner, c'est du matériel d'occasion, on achète pour venir donner aux organes. Allez-y, je vous mets au défi, allez-y, regardez ce qu'on a remis. Tu soumissionnes pour des motos, on va aller acheter une moto de seconde main pour t'amener. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, ça ne va pas, n'est-ce pas? Ça ne va pas, ça ne devait pas se passer comme ça. On connaît le prix de la moto neuve, on connaît quand il y a beaucoup de gens qui ont eu ces difficultés-là cette année. Ça signifie quoi? À ce niveau, c'est l'État qui achète. Non, ce n'est pas l'État. C'est le CSC qui achète le matériel. Oui, le CSC agit au nom de l'État. Non, mais quand le CSC doit agir, au lieu d'aller acheter des motos neuves, on achète des motos d'occasion pour t'amener. On a pratiquement des voitures d'occasion. C'était créé des ennuis. Parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va tenir. Ça, c'est un premier aspect. L'autre aspect, par rapport à cette redevance-là, ce n'est pas aujourd'hui on sait d'où provient le blocage. Et quelque part, je me dis ça arrange le gouvernement parce que le gouvernement peut décider s'il le veut. Voilà. À partir du moment où il y a aujourd'hui, parce que quand le monopole, quand ça a été institué, il n'y avait que la Voix du Sahel, il n'y avait que Télé Sahel au moment où ça avait été institué. Mais à partir du moment où il y a des médias audiovisuels, on ne peut pas continuer quand même à verser tout le pactole que tu payes forcément à un seul média. Est-ce que... Voilà. Une clé de répartition. Il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau. Non, c'est pour ça que j'ai dit, ils sont allés voir. Et je vais dire à Gary aussi, pourquoi l'association des radios et de télévision, ils sont allés. Parce que c'est dynamique. Tu parles de l'ANEP où? Merci Hussein Issa. La maison de la presse même. Rapidement, que peut faire le gouvernement Maïmouna Diado pour tourner la page? Ce que je voulais juste dire, c'est que je joins l'idée de Gary. Maintenant, le fonds d'aide, même si on va attribuer le fonds d'aide directement à ses promoteurs, il faut qu'il y ait des mesures, qu'on mette en place des garde-fous qui vont, si c'est pour le salaire, qu'on sache en quoi ça a amélioré le salaire. Qu'on sache où va l'argent, voilà. Il faut de la transparence. Voilà. Mais je me dis que les 2 ans en tout cas, 2 ans ou 3 ans, je me dis que rien n'a changé au niveau de la presse privée. Ça veut dire qu'on achète le matériel, je suis d'accord. Mais est-ce que le matériel contribue aujourd'hui à l'amélioration des conditions de vie de ces hommes de médias? Que peut faire le gouvernement par rapport à tout ça? Mais par rapport à tout ça, c'est ce que j'ai dit. Maintenant, c'est de mettre, des garde-fous. Voilà. C'est de mettre des garde-fous et d'augmenter sur l'enveloppe qui est de 200 millions et mettre des garde-fous pour que à chaque qu'on améliore d'abord les conditions de vie et de travail de ces hommes de médias et qu'on ait un œil regardant sur le salaire. Le salaire doit être fixé. Merci beaucoup. Il faut donc prendre en compte, en tout cas, les doléances du réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger. En tout cas, on constate que cet avis est unanime, mais par rapport à l'achat des matériels, il y a une divergence de point de vue.
sur la qualité du matériel acheté, il a raison. N'est-ce pas? Parce que déjà, certains matériaux qui ont été achetés, il paraît qu'ils sont déjà amortis dans certaines organisations, c'est ce qu'on dit. Deuxièmement, le fonds d'aide à la presse, pour moi, tant que ce sont les mêmes critères qui vont être imposés là, ce sont toujours les mêmes organes qui vont en bénéficier. Pour moi, le fonds d'aide à la presse là, il doit être démocratique. Tant qu'un organe existe, il doit en bénéficier. C'est tout. C'est pas la peine de mettre des trucs on genre. On ne doit pas établir des critères. Non. On juge la fiscalité, tout ça. Merci beaucoup. Donc il faut donc beaucoup. Bien sûr. Puisse avoir les 1 franc. Voilà, il faut donc beaucoup de réflexion pour arriver à trouver les solutions à ces différents problèmes et difficultés soulevés par le réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger lors de la rencontre de mardi passé avec le président de la République. Et nous terminons le forum de la presse de ce soir avec l'actualité internationale et c'est pour parler de cette triste catastrophe naturelle. Un puissant séisme a frappé le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie. C'était lundi dernier, provoquant beaucoup de milliers de morts et des dégâts matériels considérables. Le bilan du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie ne cesse de s'alourdir et dépassait le jeudi 9 février les 16 000 morts. La Turquie déplore officiellement au moins 12 500 morts. Il s'agit du pire bilan depuis le séisme de 1999 qui avait fait 17 000 morts, dont 1 millier à Istanbul, a écrit jeudi le site web d'information Hoof Post. Gary Amadou, quelles sont les autres informations que vous avez par rapport à ce séisme? Les informations que j'ai, ce sont les mêmes informations qui sont en tout cas sur les chaînes d'information. C'est vraiment une catastrophe pour ces deux pays. Mais moi, j'ai été scandalisé par une sorte de discrimination dans l'aide apportée aux sinistrés. Vous savez, parce que les pays occidentaux, parce que la Syrie là, parce que c'est Bachar al-Assad qui est là, n'est-ce pas? On a politisé la chose, on concentre l'aide au niveau de la Turquie, mais la Syrie, on n'amène pas beaucoup d'aide. Il n'y a que l'Iran, la Russie Et c'était devenu tellement flagrant que le secrétaire général de l'ONU, ce matin, a appelé à ne pas faire de la politique quand il s'agit de sinistrés. Mais c'est ignoble ce qui se passe. Il a demandé de mettre de côté la politique. Mais c'est horrible parce qu'il y a des enfants syriens qui sont sous le décombre. Les gens ont compris que il y a des femmes, des enfants. Le fait qu'il ait pris la parole. Mais pourquoi on politise le malheur même? Pourquoi? Pour moi, quelles que soient vos divergences, quand il y a un malheur qui frappe un pays, c'est l'humanité qui doit sortir. L'humanité. Toute l'humanité, c'est vrai qu'on voit qu'il y a des intérêts que les gens essayent de montrer politiques. Visiblement. Vous voyez bien, tout le monde se rue vers la Turquie, comme si en Syrie, il y a pas, alors qu'il y a des tremblements, alors qu'il y a des victimes en Syrie. Le secrétaire général de l'ONU était scandalisé. Il a parlé aujourd'hui ce matin. Il dit non, ne faites pas de la politique même à propos de ça. C'est horrible. Il y a des enfants syriens qui sont sous les décombres, des femmes, des enfants. Quand même, il faut que l'aide soit équitable. Il faut aller aussi aider la Syrie. Moi, j'ai été scandalisé depuis avant-hier quand je voyais le flot avec un tapage médiatique en Turquie. Voilà. Non. Franchement, c'est horrible. Arrêtons de faire de la politique à un certain moment. Quand il y a le malheur, il faut que notre humanité puisse sortir et s'exprimer. C'est mieux pour nous tous. Merci beaucoup, Gary Amadou. Hussein Issa, que faut-il dire par rapport à cette solidarité, justement, ma profonde compassion, le séisme qui est allé à un peu plus de 7... turc et au peuple syrien. C'est des choses qui sont imprévisibles, n'est-ce pas? 2019, Gary vient de dire, la Turquie a déjà connu. Mais en matière de catastrophe, il n'y a pas à politiser. Malheureusement, tout est calculé aujourd'hui dans ce monde-là. Et moi, je pense que c'est dommage. Parce que personne, en tout cas, que ce soit en Syrie, ceux qui sont morts là, ce n'est pas des politiciens. C'est des gens qui veulent vivre. De la même manière qu'en Turquie, de la même manière, c'est des gens qui, souvent, ils ne s'intéressent même pas à la politique. Maintenant, pourquoi politiser le soutien, l'assistance à des victimes? On doit pouvoir déployer les mêmes efforts, autant en Turquie qu'en Syrie. Mais vouloir montrer que, bon, on est en divergence avec la Turquie, la Syrie, on va concentrer nos efforts. Moi, je me dis, si c'est comme ça, il faut qu'ils rentrent chez eux. Ils n'ont pas à nous donner des leçons. N'est-ce pas? Parce qu'ils n'ont pas à nous donner des leçons parce que... L'assistance humanitaire dans le droit international humanitaire, en tout cas, c'est sans discrimination. Oui, mais la Croix-Rouge fait partie des premières institutions qui ont été créées, n'est-ce pas, depuis la Première Guerre mondiale, à la rue du Nord.
pour assister les blessés. Et quand ils prennent les blessés de guerre, on ne regarde pas si c'est l'ennemi ou c'est comment. À travers un livre même qu'il a écrit, Les souvenirs de Solferino. Merci, on vous a bien compris, Maïmouna Diado. Pour terminer, quelles pourraient être les conséquences de ce violent séisme? C'est très grave. Et puis, jusque-là, il y a toujours des morts qui sont dans les décombres. Donc, ça veut dire qu'on ne cessera de compter les morts jusqu'à une hauteur. Déjà 15 000, c'est ça. Donc, plus de 16 000. Plus de 16 000. Donc, ça veut dire que les jours à venir, on saura peut-être plus de 16 000 déjà notifiés. Et c'est parce que c'est le rapport provisoire. Donc, je me dis que vraiment, c'est vraiment... Je n'ai pas les mots devant ce qui vient d'arriver pour la Turquie et l'autre pays, Syrie. Mais ce que moi aussi j'ai remarqué, c'est la même chose que les deux confrères ont remarqué. C'est que l'aide humanitaire doit être en tout cas distribuée des deux côtés. Parce que ceux qui sont décédés n'ont rien à voir avec la politique. Il faut mettre la politique de côté. Et il faut aussi interpeller les médias occidentaux où quand tu ouvres aujourd'hui, tu n'entends rien que la Turquie. On dirait que la Syrie est complètement effacée, a cessé d'exister. On ne fait que la Turquie, on ne montre que les compassions des uns et des autres, des présidents en faveur donc de la Turquie, les cahiers signés de condoléances et tout. Moi, je me dis, aujourd'hui, il faut que chacun de nous se mette en tête à prier, pour ces victimes. Merci beaucoup. Parce que Maïmouna quand Diado, on dit c'est l'humanisme, au terme on ne peut pas forum amener grand-chose, mais je pense que de par nos prières, en tout cas au Niger, il faut rappeler qu'après ce séisme de magnitude 7,8 qui a frappé les deux pays, turcs et syriens, le président de la République du Niger, à travers un tweet, a exprimé ses prières et sa compassion à l'endroit des victimes, mais également des mots de solidarité à l'endroit de ses homologues turcs, Tayyip Erdogan, ainsi que de la Syrie, Bachar el-Assad. Et c'est ici que se referme le forum de la presse de ce soir. Merci de l'avoir suivi. Nous étions en compagnie de nos confrères, Maïmouna Diado, journaliste indépendante, Gary Amadou, journaliste au journal Mouria et La Nation, et Hussein Issa, journaliste indépendant également. À la modération du forum de la presse de ce soir, je suis Michel Deji. L'équipe technique est composée de Amina Hassan et Issa Lawali. Agréable soirée à toutes et à tous et bon week-end.